Donc ce matin, on va parler cardiogénétique pour avoir les infos les plus récentes et les derniers papiers qui sont sortis en lien avec la cardiogénétique. Un tout petit rappel, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le fonctionnement cardiaque, il y a des protéines qui sont codées par nos gènes, que ce soit les canalopathies ou les cardiomyopathies, et que l'histoire de la génétique, hors même cardiogénétique, elle est récente, puisque le premier génome humain, il a été séquencé en 2003, et que les nouvelles techniques de séquençage datent de 2010, voire 2015. Et finalement, la cardiogénétique et les données sont en train de s'accumuler sur les 5 à 10 dernières années. Et donc, on a encore de la marge pour accumuler des connaissances et avoir des certitudes. Avant, on avait des techniques plus laborieuses et plus chronophages et plus coûteuses, qui s'appelait la technique de Sanger, qu'on utilise encore pour certaines indications. Et maintenant, on a des techniques de séquençage beaucoup plus rapides, ce qui fait qu'on a été capable de réduire les coûts et d'augmenter notre capacité dans le monde à séquencer et accumuler des connaissances. Il y a peu de recommandations. Il y a les dernières recommandations extra-génétiques pures abordent la génétique, mais finalement, c'est des recommandations qui sont récentes, hein, sur les 5 dernières années. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on n'a encore euh, pas complètement généralisé l'accès à la cardiogénétique en France. C'est parce que les données sont récentes et que probablement que le message n'est pas complètement passé sur toute la communauté. Alors, qui génotypé? Ce qu'il faut retenir globalement, les principaux messages, c'est ça, c'est tout diagnostic de cardiomyopathie et canalopathie. On va voir pourquoi. Les myocardites, s'il y a ce qu'on appelle des red flags, je les évoquerai après. La mort subite quand on ne comprend pas la cause ou quand on a exclu une cause acquise non héréditaire. Des troubles de conduction avant 50 ans, le cut-off de 50 est là. L'hypercholestérolémie familiale et les orthopathies avant 60 ans et des red flags. Pareil, je vous ai mis le diagramme. On génotype qui? Le K-index. Et quand il y en a plusieurs dans la famille, on prend toujours le plus jeune et le plus atteint. Quand ne pas le faire, quand ne pas génotyper, on génotype pas la non-compaction à bon VG. Ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on nous en adresse encore. On génotype pas une cardiomyopathie si on n'a pas exclu d'autres causes. Ça nous est arrivé d'avoir des cardiomyopathies qui finalement étaient des cardiopathies ischémiques à l'IRM fait a posteriori. Donc, il faut vraiment être très exhaustif dans le bilan avant de nous les adresser. Et on ne génotype pas tout épisode de péricardite ou myocardite ou tout épisode de FA. On n'a pas le droit de génotyper les apparentés sains si le cas index n'a pas été génotypé ou s'il est mort, il n'a pas eu le temps d'être génotypé. Ça, on n'a pas le droit de le faire non plus. Alors, comment ça se passe? Faire une analyse cardiogénétique, ça nécessite une consultation avec quelqu'un de formé. C'est 2 tubes de sang UDTA avec un consentement à lire avec le patient et à remplir. Et si le patient est mort, les décrets sont passés pour que la famille, s'il y a des bénéfices auprès de la parenté, puisse signer le consentement et faire l'analyse. Une information importante à dire au patient, c'est qu'il se doit ou le médecin se doit de transmettre l'information à la famille si une information probante est retrouvée. Qu'est-ce qu'on cherche? Alors, il y a plein de gènes qu'on analyse et les panels sont encore en train de changer et d'évoluer avec le temps. Certains panels se recoupent en fonction des présentations cliniques. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au total, il y a à peu près 92 gènes sur le panel cardiaque complet. Et en fonction de si c'est des canalopathies, de la cardiomyopathie, les gènes ne sont pas tout à fait les mêmes, mais certains, encore une fois, se recoupent. Et donc, globalement, on choisit quel panel choisir. Et il faut vraiment comprendre qu'avec l'accumulation des connaissances, il y a des nouveaux gènes qu'on a découverts, il y a des gènes qu'on a enlevés. Et donc, il faut savoir re-questionner la pertinence de l'analyse selon la date où l'analyse a été faite. Et comment ça marche? Comment on analyse de l'ADN? En fait, c'est pas une réponse binaire oui-non. C'est un métier avec des biologistes moléculaires qui extraient l'ADN et puis ensuite qui l'analysent et qui se fient à des bases de données de gens dans le monde qui ont été séquencés normaux, sans pathologie, de gens malades qui ont été séquencés, des bases de données locales, la littérature. Ils regardent le type de variation au niveau de la protéine, si ça entraîne par exemple une rupture complète, une non-fabrication de la protéine, bah, c'est probablement des choses significatives, etc., etc. Et puis, ils en discutent entre laboratoires et les familles aident aussi. C'est-à-dire que s'il y a un variant qu'on ne connaît pas et que tous les gens malades dans la famille l'ont, eh ben, c'est plus suspect. Quand on est en consultation avec le patient, en fonction de la pathologie, on va lui donner la probabilité de trouver une anomalie, c'est-à-dire le rendement mutationnel, qui est variable en fonction des pathologies.
Ce qu'il faut savoir, c'est dans les canalopathies type QT long et TV catécholargique, le rendement est le meilleur. Globalement, dans les cardiomyopathies, c'est autour de 50%, même un peu en dessous. Pour la cardiomyopathie dilatée, on est plutôt 20, 30, 40. Voilà. Et donc, le biologiste moléculaire va nous rendre une classification de variants. Il va nous dire soit on n'a rien trouvé, soit on a trouvé un variant classe 3, c'est-à-dire de signification inconnue, soit un variant classe 4 et 5. Les 1 et 2, ils ne vont pas nous les rendre, c'est comme s'il n'avait rien trouvé. Il va nous rendre le 3, le 4 ou le 5. Si c'est le 3 ou rien, ça veut dire qu'on ne peut pas exclure la cardiopathie héréditaire, mais qu'on n'a rien mis en évidence de probant. Alors que si c'est 4 ou 5, ça veut dire qu'on retient l'anomalie génétique comme étant la cause, ou très très probablement la cause pour le classe 4 de la cardiopathie héréditaire. Quand on trouve un variant de classe 3, ça n'exclut pas la cause héréditaire ou pas, c'est juste qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas si c'est une anomalie qui est finalement gentille ou finalement pathologique. Et l'objectif de ce qu'on doit faire après, c'est de reclassifier le variant, c'est-à-dire d'essayer de lui dire, bah oui, en fait, c'est improbablement pathogène, ou alors c'est bénin. Et là, il y a deux façons de le faire. Alors, soit on attend que les connaissances évoluent et qu'on nous réponde à notre... dans les bases de données, on reclassifie le variant, soit au sein d'une famille, il y a deux stratégies. On peut prélever les parents, parce que si aucun des deux parents n'a le variant, c'est plus suspect que ce soit un variant qui soit pathogène et associé à la présentation clinique du patient. Et ensuite, on cherche tous les autres atteints dans la famille. Si on a plusieurs atteints et que tous les autres atteints ont le variant, c'est à nouveau suspect. Donc, par exemple, ça c'est un arbre généalogique. Madame, elle a un QT long, on trouve un variant, on ne sait pas ce que c'est. Sa sœur a aussi un QT long. On va chercher chez ses deux parents et chez sa sœur la présence du variant, et en fonction, on rediscute après avec le biologiste en disant bah, on a eu ça corrèle ou pas, ça s'égrège ou pas dans la famille, est-ce qu'on peut reclassifier le variant? Quand on donne un rendu de résultat aussi, on dit aux patients que être porteur d'une anomalie génétique, c'est pas forcément être malade, et notamment pour ses apparentés. Certains gènes sont très pénétrants, c'est-à-dire que certains gènes ont une probabilité de développer la maladie pour les personnes très importante, et d'autres, la pénétrance est incomplète. Et de plus, la pénétrance augmente, notamment avec l'âge, c'est-à-dire plus on vieillit dans la cardiomyopathie, plus on a un risque de développer la maladie. Et l'expressivité aussi, on dit aux malades, est variable. C'est-à-dire que la présentation clinique de la maladie avec un même variant dans une même famille peut varier. Et ça, on n'explique pas bien pourquoi. Dans certains gènes, on sait, par exemple, le PKP2 qui fait du sport dans une même famille, il va être plus malade que le PKP2, la DAVD qui ne fait pas de sport. Mais dans d'autres gènes, on n'a pas les explications. Je vous ai mis un peu des gènes qui ont été montrés comme étant un peu plus sévères en termes d'expression clinique, notamment les gènes de la troponine sont souvent des évolutions plus sévères que les autres gènes. Et pareil, il y a des gènes qui sont plus à risque rythmique dans la cardiomyopathie dilatée. La fausse paternité, c'est un vrai sujet. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait de la recherche chez les parents, il faut toujours dire qu'on va rechercher la paternité et la maternité en même temps, parce qu'on a besoin d'être sûr de nous que le père est vraiment le père et la mère est vraiment la mère. Donc, il faut les informer avant, parce qu'il y a des taux de fausse paternité qui sont quand même pas négligeables. Et ensuite, on dit aussi aux patients, quand on a plusieurs personnes dans la famille d'atteints et qu'on ne trouve pas d'anomalie génétique chez la première personne qu'on génotype, on peut aller plus loin en proposant des études du génome complet. Donc, il y a deux plateformes en France, Sequoia et Oragen. Et donc, c'est des démarches qui sont plus longues, plus coûteuses. Il faut au moins deux atteints, un sein dans la famille, mais le rendement génétique est quand même faible. Mais en tout cas, voilà, c'est une possibilité d'aller encore plus loin dans les analyses. Toujours checker quand vous avez un patient qui a eu une analyse génétique, c'est la date de l'analyse. Il faut vraiment retenir qu'avant 2019, il faut questionner la pertinence de l'analyse globalement. Il faut regarder le panel. Par exemple, le panel de cardiomyopathie hypertrophique est plus restreint que le panel de cardiomyopathie dilatée. Donc, si on s'est trompé de panel à la base, on peut avoir raté des gènes. Il faut bien regarder la classe du variant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas proposer la recherche du variant chez les apparentés si c'est un variant classe 3, par exemple. Et puis, il faut aussi être assez lucide, c'est-à-dire que les grosses bases de données qu'on a sont sur des populations plutôt caucasiennes, et donc tous nos patients non caucasiens, la rentabilité, le rendement mutationnel est moindre. Il faut aussi avoir en tête les données incidentes. Les données incidentes, c'est la probabilité de trouver une anomalie génétique
qui n'a rien à voir avec la question posée. Par exemple, on va génotyper un panel CMH et finalement, on va avoir une mutation sur du QT long, par exemple. Et donc ça, on s'y attendait pas. Il faut prévenir les patients. Il y a des patients qui refusent d'avoir cette information. Il y a des patients qui, majoritairement, ils acceptent. Mais en tout cas, dans certains cas, ça fait réévaluer le phénotype initial. Par exemple, des CMD qui sont des mutations de CMH, bah, on se dit que c'est la CMH qui a évolué vers la CMD, par exemple. Mais parfois, il y a des données incidentes de canalopathie. Et donc là, pour l'instant, on ne sait pas bien quoi en faire. C'est pas si facile à gérer ces familles-là après. Est-ce qu'il faut dépister tout le monde? Comment les suivre? On a l'impression que la pénétrance est faible, mais on a peu de données encore. Toujours en consulte cardiogénétique aussi parler la question des apparentés, de la transmission. Déjà, la consultation d'annonce souvent est un peu lourde de sens, mais il y a aussi toute la question de la transmission, parce que la majorité des maladies cardiaques sont autosomiques dominantes, donc avec un risque sur deux de transmettre l'allèle muté aux enfants. Et donc, on leur parle aussi d'éventuellement de projets de grossesse, de ce qui est possible à faire, de comment on suivra les enfants. Et pour certaines pathologies sévères, on peut même proposer des diagnostics préimplantatoires. Et donc, il y a des RCP qui sont nationales pour le cas. Pour les apparentés, quand on trouve une anomalie, donc encore une fois, ça dépend un peu de l'anomalie si on la trouve. Donc, si on ne trouve pas de variant, on dit au cas index, et ben pour vos enfants, euh, on ne sait pas si vous leur avez transmis ou pas une susceptibilité génétique et donc il faut les suivre par excès de précaution. Si on trouve un variant classe 3, on ne peut rien le chercher chez les enfants, par exemple. On va juste étudier, comme je vous ai dit tout à l'heure, les apparentés atteints de la famille et les parents. Par contre, si on trouve un variant classe 4 ou 5, on peut proposer aux enfants et aux frères et sœurs, si les parents sont porteurs, de rechercher directement le variant. Ça leur permet de savoir s'ils sont porteurs de l'anomalie génétique de la famille et donc s'ils sont à risque de développer la maladie. Les tests présymptomatiques sont autorisés à partir de l'âge de 10 ans pour les cardiomyopathies et il n'y a pas de limite inférieure d'âge pour les canalopathies dans les dernières recommandations. Néanmoins, dans les maladies de type CMH, CMD, hors cas vraiment assez rare, on propose plutôt le test symptomatique en fin d'adolescence pour que l'ado ou le jeune adulte soit vraiment partie prenante de la démarche et on les surveille en échographie régulièrement. Si l'échographie ne devient pas normale, bien sûr, on le fait, mais finalement, ça ne change rien qu'ils aient le diagnostic génétique avant ou après l'adolescence, donc on le propose plutôt en fin d'adolescence. Et donc finalement, comment ça se passe? On fait l'analyse génétique, soit il n'y a pas de variant, on les suit comme s'ils avaient un risque, puisqu'on ne peut pas exclure qu'ils n'aient pas de risque d'avoir eu une susceptibilité génétique transmise. C'est tous les 1 à 2 ans, de 10 à 20 ans pour les cardiomyopathies, et tous les 2 à 5 ans, de 20 à 60 ans. On considère que si l'écho des apparentés est normal à 60 ans, on s'arrête. Et si on trouve un variant classe 4 ou 5 chez le cas index, eh ben, on propose le test symptomatique avec l'âge dépendant de la pathologie du cas index. S'il refuse, ben, il passe en suivi clinique classique. Et s'il accepte, s'il est porteur, on le suit. S'il n'est pas porteur, il peut arrêter de voir un cardiologue et il sait qu'il n'a pas de risque de développer la maladie. Donc ça permet de faciliter quand même le dépistage familial. Donc ça, c'est la même de tout à l'heure, mais avec un autre exemple. Donc elle a un KCNH2, un QT long, classe 4. Donc là, on va chercher chez les parents. Si l'un des deux est porteur, on va aller explorer toute la famille paternelle ou maternelle et les enfants. Et puis, on va aussi proposer pour ces enfants. Losange, c'est grossesse en cours. Hein, sur les KCNH2, on fait sur sang de cordon à la naissance. Et donc, pour tout faire tout ça, ben, on leur donne des papiers au cas index en disant bah, donnez à vos enfants, donnez à vos frères et sœurs, donnez à vos parents. Et on leur donne les coordonnées des centres de cardiogénétique en France. On leur donne un courrier avec la mutation et le compte-rendu de la mutation pour qu'ils aillent se faire prélever là où ils habitent. Alors, pourquoi faire tout ça? Quel bénéfice? Le bénéfice dépend de la pathologie initiale. Parfois, ça aide à clarifier le diagnostic dans des CMH un peu border ou dans des DAVD un peu border. C'est sûr que si un variant, bah, ça simplifie un peu le diagnostic. Ça donne des données de pronostic, notamment dans la cardiomyopathie dilatée. Il y a des gènes qui sont plus ou moins, je dirais, arythmogènes et donc péjoratifs sur le plan pronostic. Parfois, on tombe sur des fabris ou des TTR et donc il y a des impacts thérapeutiques. Et puis, ça permet aussi le dépistage familial, de savoir qui est à risque, qui n'est pas à risque, de façon à ce que tout le monde n'aille pas chez le cardiologue s'il n'en a pas besoin.
Ça, c'est pour la cardiomyopathie dilatée. Il y a des grandes études et des équipes qui se sont intéressées à savoir si dans la cardiomyopathie dilatée, c'était mieux le phénotype ou le génotype qui était le plus probant en termes de pronostic. Et donc, à gauche, vous voyez, ils ont comparé euh, rétention tardive versus fraction d'éjection du ventricule gauche. Et dans la cardiopathie ischémique non dilatée, dilatée non ischémique, j'entends. Et finalement, la fibrose fait mieux que la fraction d'éjection, probablement parce que c'est un pool de maladies et certains sont plus à risque que d'autres et la fibrose est peut-être plus pertinente que la fraction d'éjection. Dans le deuxième cas, ils ont poolé rétention tardive, donc fibrose à l'IRM et génétique, et c'est ce qui est le plus péjoratif. Donc finalement, quand on met et la fibrose et la génète, c'est finalement ça qui tire vers le bas les patients en termes de pronostic. Et ça, c'est à droite, c'est un autre papier qui compare les gènes entre eux, où on voit vraiment qu'il y a des gènes qui sont franchement plus inquiétants que d'autres euh, en termes d'arythmie ventriculaire maligne. Finalement, c'est vraiment l'approche multiparamétrique qui a raison. La fraction d'éjection ne suffit plus pour stratifier le risque de ces malades-là. C'est pour ça que dans les nouvelles recommandations, ils ont intégré, au-delà de la fraction d'éjection, ils ont intégré les gènes, la syncope et la rétention tardive à l'IRM. Toujours parler de génétique avec votre cardio-imageur. Alors nous, on a de la chance à Annecy où on fait les deux. Et donc finalement, c'est vraiment, on les voit en génétique, on les voit en IRM. C'est souvent le parcours plus tôt. On les voit en IRM, puis on appelle le correspondant et on les voit en génétique après. Mais il y a des patterns de rétention qui doivent nous faire évoquer des maladies génétiques, notamment dans la cardiomyopathie arythmogène VGBD ou la cardiomyopathie dilatée. Donc voilà, c'est important que tout le monde puisse se parler pour pas rater les malades quel que soit là où on les prend. Il y a un papier qui est sorti très récemment sur les cardiomyopathies non dilatées hypokinétiques et qui aborde notamment l'inflammation, la génétique, le ring-like comme stratification du risque d'arythmie ventriculaire. Euh, Vous savez, c'est un nouveau phénotype cardiaque, hein, la cardiomyopathie non dilatée hypokinétique. Et finalement, c'est surtout ces cardiomyopathies arythmogènes VG avec des FEVG un peu intermédiaires, pas dilatées, mais qui bombardent de SV, de TVNS ou qui font des morts subites. Finalement, on se dit que c'est un peu une forme border entre la CMD et la DAVD qui touche le VG. Et donc, voilà, il y a un nouveau scoring pour essayer de mieux stratifier ces malades. Un petit mot sur la LMNA, on en parle souvent. C'est une maladie qui est rare, mais qui a une pénétrance très sévère. Les gens sont très malades. Et ça commence par du BAV, puis ils font de la FA globalement, puis ils font de l'insuffisance cardiaque, puis ils meurent de fibrillation ventriculaire. Et au début, on les implantait tous de pacemaker et on ne comprenait pas parce qu'ils mouraient avec leur pacemaker. Donc, dans la première cohorte, 46% de morts subites avec pacemaker. Donc, on s'est rendu compte qu'on ne les avait pas sauvés la vie en leur mettant une pile. Donc, on a une grande famille comme ça à Annecy où beaucoup sont morts, dont certains avec des pacemakers. Et donc voilà, ce gène-là, il est particulièrement inquiétant, il ne faut pas le rater, et il faut y penser sur association BAV, trouble du rythme supraventriculaire, trouble du rythme ventriculaire et FEVG altéré. Un tout petit mot sur la cardiomyopathie hypertrophique, juste pour dire que les cardiomyopathies hypertrophiques mutées, ils sont plus graves que les autres. Ils font plus d'arythmie, plus d'événements thromboemboliques, plus d'événements rythmiques ventriculaires, plus d'obstruction. Et donc finalement, quand on sait qu'une CMH est mutée, on le surveille d'autant plus comme le lait sur le feu, je dirais. Alors ça, c'est des questions qu'on a souvent. C'est faut-il génotyper les cardiomyopathies du péripartum alcoolique et liées à la chimiothérapie? Alors, c'est trois papiers qui sont dans les 5 dernières années. Là, la cardiomyopathie alcoolique, ils trouvent 13% de variants en disant que probablement que les gens qui ont une susceptibilité génétique font plus de cardiomyopathie alcoolique que les autres. Euh, et ceux qui boivent avec de la tétine sont plus malades. Également, ça, on l'avait déjà bien montré dans d'autres papiers. Dans la cardiomyopathie liée à la chimiothérapie, ils ont un 12% de rendement sur globalement toute la cohorte, entre 10 et 15%, en disant que voilà, tout le monde ne fait pas non plus la cardiomyopathie, la cardiopathie hypokinétique sur la chimio. C'était surtout sous anthracycline, ce papier-là. Et puis le cardiomyopathie du péripartum, pareil, 15% de rendement. Donc, ce n'est pas des rendements très importants, mais ce n'est pas non plus nul. Et nous, à titre d'exemple, on a eu 4 cardiomyopathies du péripartum génotypées l'année dernière et les 4 étaient mutés. Donc, on est au-delà des 15%, mais en tout cas, il ne faut pas hésiter.
Il faut pas hésiter à les dépister, à les génotyper, parce que souvent, en tout cas pour les péripartum, c'est des jeunes avec des enfants. Et donc, ça vaut le coup de le faire. Et puis, ça permet aussi de peut-être mieux comprendre pourquoi certains développent des cardiomyopathies et d'autres non. Pour les myocardites, ce qu'il faut savoir dans un des papiers récents, c'est qu'il y a 22% de rendement chez l'adulte sur des myocardites compliqués. Donc les red flags, c'est récidive de myocardite, antécédent familial de cardiopathie héréditaire, pattern de fibrose pas normal dans le septum très étendu, ring-like pattern dans l'anneau circulaire, microvoltage à l'électro, FEVG basse, troponine élevée persistante ou arythmie ventriculaire. Et chez l'enfant, on atteint même 44% de desmoplaquine. Donc, myocardite de l'enfant, il n'y a pas trop de doute, il faut le faire. Myocardite de l'adulte, il y a quand même 22% et c'est plutôt de la titine dans les papiers. Donc, vous ne s'attendez pas à ce gène-là qui est plutôt sympa. Mais voilà, 22% de rendement. Est-ce qu'il faut génotyper les fibrillations auriculaires? La réponse est non, pas à ce jour. Parce que probablement qu'il y a une susceptibilité génétique. Il y a des familles qui font tous de l'AFA, mais à ce jour, on n'a pas les moyens ni médico-économiques, ni assez de données pour savoir qui génotyper ou pas. Donc, tout FA, il ne faut pas le faire. La FA du sujet très jeune, on le fait, le rendement est très médiocre. Est-ce qu'il faut qu'on continue à le faire? Je ne sais pas. La FA compliquée de cardiomyopathie dilatée, qui récupère après la réduction de la FA, pareil, le rendement est très très médiocre. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Je ne suis pas sûre. Voilà, ça, on n'a pas de données encore. Les recommandations 2024 pour l'orthopathie. Voilà, bon, tout est écrit. Moi, je suis pas compétente. On les envoie à Lyon ou à Grenoble, ces malades-là. Mais globalement, pour retenir moins de 60 ans ou facteur de risque sans hypertension, pour aborder des aortopathies, des élastopathies. Et les recommandations sont bien faites parce qu'en fonction du gène, les prises en charge, les suivis ne sont pas les mêmes. Donc, il y a un vrai sujet à se former sur, même pour nous, cardiologues cliniciens, pour être vraiment vigilant sur qui adresser et ensuite comment les suivre. Dans l'amylose, je pense que ça, c'est assez bien connu. Il faut que la fixation soit 2 et 3 à la scintille et pas de gammapathie pour aller faire le génotypage. Et dans l'hypercholestérolémie familiale, Dutch supérieur ou égal à 6, on en a encore trop qui viennent nous voir avec des Dutch inférieurs à 6. Et voilà. Donc, c'est Dutch supérieur ou égal à 6, c'est un vrai sujet. Hein, c'est un patient sur 10 est diagnostiqué en France d'hypercholestérolémie familiale. C'est des enfants qui se baladent comme cette famille à plus de 2 grammes et qui ne sont pas traités si on ne les diagnostique pas les parents. Donc voilà, il faut pas rater ces malades-là. C'est plutôt pour les médecins généralistes hein, et les cardiologues parfois de ville. C'est moins les cardiologues hospitaliers qui les voient, ces malades-là. Mais voilà, Dutch supérieur ou égal à 6, il faut les voir. On commence avec l'accumulation des connaissances à avoir un peu des prises en charge gènes dépendants. Et c'est aussi l'intérêt de la consulte cardiogénétique et du rendu, c'est-à-dire qu'en fonction des gènes, on va pouvoir dire un peu des choses différentes aux malades. C'est pas si certain et sûr parce que, comme vous avez vu, l'expressivité est variable selon les gènes, mais globalement, en rythmologie, de toute façon, depuis longtemps, on parle de l'alcool, de la température, des médicaments, notamment pour le SN5A. Dans le QT long, pareil, on aborde les triggers qui peuvent être à risque d'arythmie. Mais dans les gènes de cardiomyopathie aussi, on commence à leur dire, bah, par exemple, si vous êtes mutétitine, si vous prenez des médicaments, on sait que vous allez avoir une meilleure récupération de la fraction d'éjection. Si vous buvez de l'alcool, ça va aggraver les choses, etc., etc. Et dans les gènes à haut risque rythmique, on leur dit, bah là, ce gène-là, on sait qu'il est plutôt péjoratif sur le plan rythmique. Pour le PKP2, on leur dit bah, le sport, etc. Connaître les gènes, c'est aussi pouvoir avoir des outils thérapeutiques et il y a plein d'équipes qui sont en train de développer des outils pour aller soit traiter par l'ARN la conséquence sur le plan protéique ou alors aller directement modifier le gène, une perfusion et une réparation ou une suppression du gène causal par la technique des ciseaux moléculaires, hein, CRISPR-Cas9. Et donc ça, des études sont en cours. Euh, et ça a commencé pour PKP2. Donc les premiers patients ont été inclus, les 10 premiers patients, où ils ont fait des ciseaux moléculaires et ils sont réparés par une perfusion, le gène PKP2. Ils sont en train de voir avec des biopsies cardiaques avant-après comment le gène se répare, comment l'information circule dans les cellules et comment finalement avec une perfusion de ces ciseaux moléculaires, on arrive
à réparer des maladies. Juste à titre informatif, dans l'amylose à TTR, on a déjà des molécules qui traitent des thérapies géniques et aussi dans l'hypercholestérolémie. Et là, dans la cardiomyopathie, c'est la première étude qui est en cours des 10 premiers malades. Pour ceux que ça intéresse ou ceux qui ont besoin d'aide, il y a des cours, il y a le DU, il y a des RCP nationales, et puis sur le site de la filière, il y a plein de consensus d'experts par pathologie qui sont vraiment super bien faits, didactiques par des gens qui sont hyper compétents. Donc, faut pas hésiter à aller regarder la filière cardiogène. Ils font un boulot de dingue pour diffuser l'information, et le site est super bien fait. Quelques cas cliniques récents. Elle, elle a 38 ans, elle bombarde d'extrasystole. On l'a vu avec un VG normal, sans rétention tardive à l'IRM. Elle a une sœur qui fait des extrasystoles, sa mère aussi, et son frère a été greffé. Et puis finalement, elle arrive dans un contexte de dysfonction VG, FA, elle fibrille. Et puis, en fait, c'est une mutation sur le SN5A qu'on ne connaît pas. Et donc, on est en train de comprendre et de voir comment on peut mieux explorer ce gène pour essayer de comprendre si c'est un gain de fonction ou une perte de fonction, parce qu'en fonction sur le canal sodique, la présentation clinique n'est pas du tout la même et la prise en charge ne sera pas la même. Ou on suspecte chez elle un MEPPC, c'est-à-dire que elle bombarde d'extrasystole ventriculaire de partout, ce qui est responsable d'une cardiomyopathie rythmique et qui se traite de façon complètement différente que si c'est une cardiomyopathie dilatée classique. Ça, c'est une autre C'est famille. classe 3 du coup. Et dans sa famille, il Là, c'est l'avait une classe aussi? 4. Ah, classe 4. Ouais, c'est une classe Ah 4. oui. Et on est en train de dépister tout le monde. Il n'y avait pas de génétique qui a été fait ni chez le frère, ni chez la sœur, ni chez la mère encore. Là, c'est une autre famille, pareil. Ils sont tous morts à l'effort. C'est une famille du 74. Ils sont morts avant 40 ans, globalement, tous à l'effort. Et on trouve chez les apparentés du QT long. Et là, il y a un variant qui vient de sortir, pareil sur SN5A, qu'on ne connaît pas, pareil à nouveau, parce que, encore une fois, les connaissances sont encore maigres. Et donc, on est en train de réfléchir sur comment mieux explorer ce variant, parce qu'il y a des choses qui sont pas cohérentes, c'est-à-dire que la mort subite à l'effort colle pas trop avec le QT long des apparentés, ne colle pas trop non plus avec ce variant SN5A. Et donc, pour autant, tous ceux qui sont morts, on a retrouvé le SN5A. Donc voilà, il y a encore des choses qui sont des inconnues, mais connaître la génétique, ça permet de mieux comprendre la maladie et de corréler le statut génétique et clinique, nous permet de mieux prendre en charge les apparentés. Ça, c'est un patient qu'on suit dans le service, qui arrive pour BAV complet à 30 ans, on lui met un pacemaker. Le VG était pas si mal, mais pas non plus incroyable. Il revient quelques années plus tard pour un AVC, il est en FA, et puis il fibrille sur son pacemaker, il est réanimé dans sa voiture. Et en fait, c'est une laminopathie. Et à l'époque, on ne l'avait pas génotypé parce qu'on ne génotypait pas les BAV complets du sujet jeune. Donc, il ne faut pas rater ces malades-là, un BAV moins de 50 ans. Ça, c'est une autre patiente du service aussi. Elle arrive pour AVC, on découvre une cardiomyopathie dilatée assez sévère. Et en fait, l'information n'était pas passée dans la famille, mais son neveu, très jeune, avait une cardiomyopathie hypokinétique également avec un variant classe 4 sur la desmoplaquine, qui est responsable de cardiomyopathie arythmogène, VG ou cardiomyopathie dilatée. Et donc, c'est très important que l'information circule dans les familles parce qu'on aurait pu peut-être éviter cet AVC en la dépistant, en la traitant, en lui évitant d'avoir 20% de VG. Là, elle a récupéré. Pareil pour cette famille, on récupère encore trop de CMH après la mort subite et c'est dommage. Donc il faut que les informations passent dans les familles, il faut qu'on génotype parce qu'on sait que quand on génotype les patients, on améliore le dépistage des apparentés. Ça, c'était une CMH qui avait fibrillé. Le père de ce patient avait déjà fibrillé et les deux enfants sont mutés. Écho normal pour le premier et HVG pour le deuxième. Donc il faut que l'information circule dans les familles. Et c'était un variant pathogène sur MYH7. Ça, c'est une de nos jeunes qui est morte en dormant, réanimée par son conjoint. Finalement, c'était une DAVD mutée, PKP2 chez une athlète de haut niveau. Euh, et donc, étonnamment, c'est pas survenu à l'effort. Mais cette dame, elle a un fils qui veut faire du sport-études biathlon. Et donc, on l'a génotypé pour savoir si on lui autorisait le biathlon, parce que s'il était muté PKP2,
On sait que même les apparentés sains mutés sont contre-indiqués à l'activité sportive à haute intensité parce que ça peut aggraver la survenue de la maladie. Voilà, un tout petit mot pour cette famille qui nous avait pas mal fait questionner et réfléchir. C'est une famille CMH, tout le monde ne l'a. C'est une famille de Claire Mogenet et de Raluca. Donc, toute la famille a la CMH. Et puis, on avait identifié un variant en 2015 sur le gène MYBPC3, ce qui est le gène, un des gènes les plus fréquents. Puis, en fait, on a repris la famille et on a reposé la question parce que l'analyse avait été assez ancienne. Et en fait, on nous a reclassifié ce variant en variant bénin. Donc, finalement, ce variant n'était pas responsable de la maladie. Donc, on dépistait les gens pas avec le bon variant. Et donc, on a retesté le plus jeune et on a retrouvé sur le même gène un autre variant qu'on n'avait pas mis en évidence en 2015 parce qu'on connaissait moins de choses à l'époque, qui est là un variant classe 5 où on sait que c'est celui-là. Et donc, on a redépisté tout le monde. Donc, il faut vraiment retenir que les connaissances scientifiques, elles évoluent encore et qu'il ne faut pas hésiter à re-questionner les analyses qui sont un peu anciennes. Un petit mot, encore un autre cas clinique d'une ado qui avait fait une syncope. Enfin, c'est un ado qui a fait une syncope, qui avait des troubles de conduction un peu très importants sur le CG, qui arrive en BAV complet en arrêt hein, à l'arrivée. Personne d'autre dans la famille est malade, qui fait de la TV ensuite, qui a un tableau de cardiomyopathie restrictive. Et en fait, c'est un gène sur la desmine, c'est une desminopathie qui associe troubles de conduction, troubles du rythme ventriculaire et cardiomyopathie restrictive. Donc ça, c'est des prises en charge bien particulières. Et à titre informatif, vous avez vu le voltage sur ces oreillettes. En fait, le SAMU s'était fait avoir et pensait que ces ondes P étaient des QRS tellement il était volté sur son ECG. Et donc voilà, c'est vraiment des maladies qui sont un peu particulières. Il faut que quelqu'un les génotype ces malades-là parce que les prises en charge ne sont pas les mêmes. Voilà, pour conclure, la génétique, c'est pas que de la recherche, hein, c'est pas que du futur. Le futur va nous apporter encore beaucoup en termes de connaissances, mais ça va aider et ça aide déjà dans la prise en charge des malades et dans la prise en charge des apparentés. Ça permet de mieux comprendre les maladies aussi, et ça permet, au-delà de reclassifier les diagnostics, de stratifier en termes pronostiques, de proposer des outils thérapeutiques qui sont en train d'arriver sur le marché et qui vont probablement changer le devenir de ces patients. Voilà. Alors sachez qu'on a beaucoup d'ADN en commun avec la laitue. C'est la conclusion.